Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau webinaire sur la nomenclature douanière, le paramètre incontournable. Je suis Claire Quesada, conseillère en développement international à Grex. Ce webinaire va être donc animé par Marjorie Bulliard de la cellule conseil aux entreprises des douanes de Chambéry. Avant qu'elle ne démarre sa présentation, je vous rappelle que vous aurez la possibilité de poser des questions au fil de l'eau tout au long de ce webinaire. Nous traiterons les questions à la fin de la présentation de Marjorie Bulliard. Vous aurez aussi la possibilité de télécharger à la fin de la présentation en elle-même, en version PDF, ainsi que notre fiche technique sur la nomenclature douanière, sur l'espèce tarifaire. Je vais maintenant laisser la parole à Marjorie Bulliard pour qu'elle débute sa présentation. Bonjour à tous, donc je suis Marjorie Bulliard, je suis cellule conseil aux entreprises pour la direction régionale des douanes de Chambéry. Donc bien sûr l'arrondissement de Grenoble dépend de ma circonscription, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mon métier, c'est donc de vous accompagner, de venir voir souvent dans vos entreprises quelles sont les formalités douanières qui peuvent vous aider au quotidien, qui peuvent faire de la douane du coup un véritable partenaire et même vous aider à faire des gains de compétitivité à l'international. Et d'ailleurs, en parlant de partenariat, c'est très gentiment aujourd'hui que Grex m'a invité pour vous parler d'un sujet crucial qui est donc l'espèce tarifaire. Vous allez voir que c'est un sujet qui est particulièrement important déjà parce que c'est un des piliers des notions qu'il faut maîtriser pour être en capacité de faire des déclarations en douane. Et puis, j'espère qu'à l'issue de cette présentation, vous serez convaincus qu'une bonne connaissance de l'espèce tarifaire de vos produits, c'est une façon pour vous aussi d'améliorer la stratégie commerciale, par exemple, de votre entreprise, la stratégie tarifaire aussi, que vous travaillez dans un service des achats, un service des ventes ou un service logistique, et que bien sûr, la douane est à vos côtés pour vous aider à définir la nomenclature de vos produits. Je vais couper la webcam pour vous permettre de suivre plus facilement le diaporama et je vais commencer du coup ma présentation. Alors, l'espèce des marchandises, c'est une notion essentielle au même titre que l'origine et que la valeur en douane. Pourquoi est-ce que cette notion est particulièrement importante? C'est parce que cette codification, c'est celle qu'il va falloir reprendre sur vos déclarations à la fois à l'importation comme à l'exportation. Et c'est en fonction de cette notion, qui finalement va représenter l'identité douanière de votre produit, que vous allez être en capacité de déterminer le traitement douanier à réserver à vos marchandises. Cette espèce tarifaire, elle est définie par l'article 28 du Code des douanes nationales, qui la définit comme étant la dénomination qui lui est attribuée par le tarif douanier commun. Donc ce tarif, vous voyez un petit peu la représentation sur le diaporama, en fait c'est un recueil, c'est un gros livre qui vous permet de retrouver toute la liste des marchandises qu'on appelle nomenclature, et pour chacune de ces marchandises, la quotité des droits de douane, donc connaître le montant des droits de douane à acquitter à l'importation dans l'Union européenne. Alors bien sûr, vous avez dû entendre des appellations différentes pour parler d'espèces tarifaires. Dans le langage courant, on parle aussi bien de code douanier, de HS code, d'espèces tarifaires, de nomenclature, de code tarique. On va regarder ça un petit peu ensemble pour que vous preniez en considération le fait que chaque terme a un véritable sens et que même si on les regroupe un petit peu tous ensemble, en fait, ça répond à des notions différentes. Je voulais aussi attirer votre attention sur le fait qu'il faut bien distinguer l'espèce de la désignation commerciale usuelle de vos marchandises. J'ai pris l'exemple de l'ordinateur. Vous ne trouverez jamais le terme ordinateur dans notre tarif des douanes. C'est pour ça qu'il faut avoir le référentiel, il sera repris avec les machines automatiques de traitement de l'information. Ah, excusez-moi, il y a dû y avoir un petit souci de son. Donc, je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'il faut bien différencier en fait l'espèce tarifaire du terme de désignation commerciale, puisque vous avez l'habitude de raisonner par rapport à une désignation commerciale de vos produits, alors que nous, au niveau du tarif des douanes, nous parlons en fait des codifications reprises dans ce tarif et par exemple l'ordinateur ne sera pas repris en tant que tel dans le tarif des douanes, mais par contre vous le verrez sous le vocable machine automatique de traitement de l'information.
Alors, quel est l'intérêt d'avoir mis en place ce classement tarifaire? Alors, tout d'abord, c'est parce que ça nous permet d'avoir un langage économique universel, d'avoir une définition commune, en fait, des biens échangés. Et ça, entre tous les pays du monde et toutes les administrations douanières aussi des différents pays. Bien sûr, de ce langage économique va découler une harmonisation des règles douanières applicables et surtout aussi une interprétation uniforme des traités et accords commerciaux. Ça nous permet de parler sur un plan d'égalité avec tous les pays et surtout d'avoir bien en tête la même notion au niveau des marchandises pour lesquelles on va par exemple mettre en place des accords d'origine avec des réciprocités en matière d'origine préférentielle entre des pays signataires. Un gros avantage aussi pour les opérateurs du commerce international, c'est que parler d'un même langage en ayant une codification harmonisée, ça a permis également de réduire le coût des échanges internationaux. Par exemple, les tarifs de fret sont établis en fonction de cette nomenclature et ça a permis bien sûr de faire des économies en matière d'élaboration de ces tarifs. Enfin, d'un point de vue statistique, le fait de parler un langage commun nous permet de faire des comparaisons qui sont très fiables entre les pays. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, c'est l'administration des douanes qui établit les chiffres du commerce extérieur et qui le fait à partir de toutes les données reprises sur les déclarations en douane et puis les déclarations d'échange de biens. Donc vous voyez, l'espèce tarifaire, finalement, elle permet de fluidifier les échanges internationaux. Et l'air de rien, ça a été un gros travail, on va voir ensemble, de mettre en place cette codification commune. Alors, il y a différents niveaux de nomenclature. Cette espèce tarifaire, bien sûr, elle s'opère grâce à des supports qui ont été élaborés à la fois par des organismes internationaux et puis aussi, bien sûr, au niveau communautaire, avec la naissance de l'Union européenne, par des organisations au niveau européen. On va commencer par le niveau le plus large, si vous voulez, le socle de base, qui est le système harmonisé. Donc, ce système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, il est basé sur 6 chiffres. C'est une nomenclature internationale qui a été élaborée par l'Organisation mondiale des douanes. Cette organisation, elle représente pratiquement la totalité des échanges internationaux, puisqu'on a plus de 207 pays qui en sont membres. Et finalement, on se rend compte que sur la carte, ce n'est pas loin de 98% des échanges mondiaux qui sont concernés. Cette codification, vous la voyez, elle contient donc 6 chiffres et elle est utilisée depuis le 1er janvier 1988. Alors, elle fait l'objet de travaux, bien sûr, d'évolution, puisque lorsqu'il y a de nouvelles marchandises qui arrivent avec des nouvelles technologies, elles sont prises en compte. Et c'est pour ça qu'il y a un travail d'amendement qui est réalisé tous les 5 ans. En ce moment, c'est le système harmonisé de 2017 qui est en vigueur. Alors, cette codification, elle est particulièrement importante parce qu'elle est le socle lorsqu'on élabore des accords en matière d'origine, pour connaître notamment, si vous allez sur le site de la commission Market Access Database, ça vous permet de connaître le montant des droits de douane en utilisant cette codification à 6 chiffres vers des pays étrangers vers lesquels vous pouvez commercer. Donc, on l'utilise surtout à ce niveau-là. Alors, je voulais juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour que ça soit plus vivant. Vous voyez la structure de ce système harmonisé. Il y a donc 21 sections. Alors, ça va des animaux vivants aux objets d'art. Et puis, au sein de ces sections, on a ensuite des chapitres. Si on prend le recueil que je vous montrais tout à l'heure du tarif des douanes, vous allez trouver 99 chapitres, mais en tout, il y en a 98, parce qu'on a un chapitre qui aujourd'hui est encore vide, qui est le chapitre 77. Alors, on le garde parce que, comme il risque encore d'y avoir beaucoup d'évolutions, notamment technologiques, ça nous laisse un petit peu comme ça de marge pour permettre la codification de nouveaux produits. Donc, ces sections sont réparties en chapitres et vous verrez la progression. Ensuite, lorsqu'on va dans le corps d'un chapitre, on va se retrouver avec des codifications d'abord à 4 chiffres. Et ces 4 chiffres, c'est la position tarifaire. Cette position tarifaire, elle vous apporte déjà un découpage. Vous voyez, dans la section 1, chapitre 1 sur les animaux vivants, vous allez avoir la distinction entre chevaux, ânes, mulets et bardeaux vivants. Et puis ensuite, les animaux vivants de l'espèce bovine. Donc, c'est un petit peu petit. Vous pourrez, j'espère, zoomer dessus, mais vous voyez, ça, c'est la présentation en fait du tarif et du système harmonisé. Alors, ce système harmonisé, pour qu'il y ait une progression logique, vous verrez que les marchandises, elles sont classées en fait selon leur état de finition. Plus le produit est fini, plus il est
repris dans une section qui est située plutôt à la fin du chapitre. Je prends l'exemple des bovins que vous allez trouver dès la section 1. Par contre, dès qu'on est sur déjà un produit plus élaboré, qui est la peau de bovin, on sera à la section 8. Et si on transforme ces peaux en chaussures en cuir, cette fois-ci, on atterrira à la section numéro 12. Maintenant que nous avons vu le système harmonisé, donc système qui est élaboré, enfin codification élaborée au niveau mondial, maintenant on va voir le travail qui a été fait au niveau communautaire puisqu'on a voulu affiner en fait cette nomenclature des produits. Et là on va passer donc à une codification qui ne sera plus sur 6 chiffres mais sur 8 chiffres avec la nomenclature combinée. La nomenclature des marchandises de l'Union européenne, elle a été instaurée en 1987 par un règlement communautaire et celle-ci, bien sûr, elle évolue un petit peu plus souvent puisqu'elle va prendre en compte tous les ans toutes les évolutions en matière de marchandises dans le cadre des échanges internationaux. Donc aujourd'hui, si vous voulez voir la nomenclature combinée, on vous a mis la référence au journal de l'Union européenne avec donc le règlement d'exécution du 31 octobre 2017 applicable depuis le 1er janvier. Cette nomenclature, elle est dite combinée parce qu'elle cumule à la fois les données tarifaires, le montant des droits de douane, mais aussi elle a un gros enjeu en matière statistique. Elle est utilisée en effet pour l'établissement des statistiques du commerce extérieur, mais aussi des statistiques intracommunautaires via l'exploitation des déclarations d'échange de biens. Et puis cette nomenclature, c'est celle qu'on utilise également pour déterminer les droits de douane à l'importation. Donc, vous voyez, on est déjà dans un degré de précision supérieur à ce qu'on vient de voir, mais ce n'est pas terminé. On va encore aller un petit peu plus loin avec le tarif intégré de la communauté, on dit TARIC, où là, cette fois-ci, nous ne sommes plus sur 6, nous ne sommes plus sur 8, mais sur 10 chiffres. Alors, celle-là, on va s'attarder un petit peu dessus, puisque c'est la nomenclature qui nous intéresse, c'est celle que vous allez utiliser dans vos déclarations en douane. C'est le code, vous voyez, qu'on indique en rubrique 33 de la déclaration, un code des marchandises, puisque sur une déclaration en douane, on ne va pas raisonner en désignation commerciale, comme je vous le disais, mais c'est cette codification qui va représenter votre produit. Alors là, comme on va un petit peu plus loin, on affine encore la codification, ça nous permet d'attacher en fait à cette nomenclature toutes les mesures qui sont relatives à la législation tarifaire, lorsqu'il y a des histoires de contingents, de préférences tarifaires, de suspension de droits, et puis aussi toute la politique commerciale attachée aux produits, notamment avec les droits anti-dumping. Et puis aussi au niveau agricole, bon, même si la PAC est un peu en perte de vitesse, on a aussi cette précision qui est apportée dans cette codification à 10 chiffres. Le fait de gérer de cette façon les contingents oblige à avoir une mise à jour qui peut se révéler même quotidienne. Lorsqu'on crée des nouveaux contingents ou quand au contraire on a des contingents qui arrivent, qui sont épuisés par exemple, ça nous permet de remettre à jour cette codification et du coup de différencier de manière très fine des catégories de produits et aussi de distinguer la destination qui peut être faite, l'utilisation de ces produits. Alors là, vous voyez comment ça se passe. J'espère que ce n'est pas trop petit sur vos écrans. C'est qu'on était donc sur du 4 chiffres. Là, j'ai voulu prendre l'exemple de la position 64 03 19 0000. C'est parce que, vous voyez, en matière de chaussures, on a une catégorisation qui est extrêmement fine. On va regarder les matières utilisées, savoir si la semelle, elle est en cuir, de la chaussure. Ah, excusez-moi, on a eu une petite coupure. Excusez-moi, on a une petite coupure. Donc, je voulais juste reprendre l'exemple du code TARIC des chaussures avec la position 64 03 19 0000. J'ai pris cet exemple-là parce qu'en matière de chaussures, si on s'attarde un petit peu sur les codes TARIC, vous allez voir qu'il y a pléthore de codes vu qu'on va classifier les chaussures en fonction de leur composition et puis bien sûr en fonction de leur utilisation. Donc là, dans l'exemple, je serai sur des chaussures à semelle extérieure en caoutchouc, en matière plastique ou en cuir naturel, avec un dessus en cuir naturel, qui sont des chaussures de sport, mais qui ne sont pas des chaussures de ski ou des chaussures pour le surf des neiges. Dans le TARIC, on raisonne toujours par élimination, c'est-à-dire que si je ne suis pas dans la rubrique 64 03 12 00, c'est que je suis dans la suivante, et ainsi de suite. Mais ça, on va le revoir en détail aussi. Là, je vous ai juste fait un petit tableau comparatif suite à ce que je viens de dire.
vous montrer les différents niveaux de nomenclature, qui les élabore et quand elles sont remises à jour et quelles sont après derrière, pourquoi est-ce qu'on affine ces nomenclatures, puisque ça nous permet, nous, après, de gérer au niveau communautaire les réglementations en matière tarifaire, commerciale et agricole. On va faire maintenant un petit sondage pour voir si vous avez bien suivi. Alors, l'espèce tarifaire, à votre avis, qu'est-ce qu'elle permet de déterminer? Est-ce qu'elle vous permet de déterminer l'origine de vos produits, la taxation sur vos produits ou la réglementation applicable à vos produits? On vous laisse le temps de répondre et on va reprendre ensemble. Bon, très bien. Bah, écoutez, je suis assez satisfaite de vos réponses. Je pense que je n'ai pas encore perdu tout le monde. Ça va peut-être venir avec la suite, mais pour le moment, vous avez bien suivi. Bon, donc ça y est, on a l'intégralité de vos réponses. C'est bien, vous avez bien répondu dans l'ensemble. Vous avez bien compris que l'espèce tarifaire, alors, elle ne permet pas de déterminer l'origine de vos produits, puisque l'origine, bah, au même titre que l'espèce, hein, c'est un autre des déclarations en douane. Toutefois, on peut quand même ajouter que la position tarifaire, elle est utilisée pour définir les règles d'octroi de l'origine, notamment en matière d'origine préférentielle et non préférentielle, puisque là aussi, c'est sur cette codification qu'on va s'appuyer pour élaborer les accords commerciaux. Alors par contre, l'espèce tarifaire, en effet, elle permet de déterminer immédiatement quelle va être la taxation, le montant des droits de douane sur mes produits à l'importation dans l'Union européenne, et aussi toute la réglementation applicable. Est-ce qu'il y aura des normes sanitaires qui vont s'appliquer, des normes en matière de sécurité, une problématique par exemple de biens à double usage? Tout ça, on va le savoir à partir de l'espèce tarifaire. Bien, on va embrayer maintenant sur comment je vais m'y retrouver dans ce tarif des douanes. On a vu que c'était un recueil assez volumineux qui peut être assez effrayant. Je vais essayer de vous donner quelques méthodes de classement. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment s'organise ce tarif des douanes avec les méthodes de classement qui peuvent s'appliquer en fonction des caractéristiques objectives de la marchandise. Alors, j'espère ne pas vous endormir parce qu'il y a 6 règles générales, donc tenez bon. On va aller de manière chronologique, on va faire les choses dans l'ordre, puisque de toute façon, ces règles, il faut les appliquer dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on va commencer par la 1, si on n'arrive pas à appliquer la 1, on passe à la 2e, etc., etc. Et vous verrez, normalement, on doit balayer tous les cas de figure. Alors, la première règle, la règle générale d'interprétation, ce sont que lorsque vous voyez dans le tarif des titres, les titres de section, les titres de chapitre, les titres de sous-chapitre, il ne faut pas trop vous y attarder, si vous voulez, parce qu'ils n'ont qu'une valeur indicative. Ce qui est véritablement important, et je vous invite à les lire, même si c'est écrit plus petit et qu'on se dit « Oh, bah ça, c'est pas très important », ce sont les libellés. Les libellés de position, mais bien sûr, toutes les notes aussi. Les notes, non seulement de section, mais aussi les notes de chapitre. Parce qu'elles vont vous aiguiller, elles vont vous dire un petit peu ce que couvre ce chapitre ou ce que couvre cette section, et ça va vous éviter parfois de commettre des impairs. J'ai pris l'exemple de la bicyclette pour enfants. Moi, au départ, je m'étais dit, ben tiens, pourquoi ça n'irait pas dans le chapitre 95 avec les jouets, les jeux, les articles pour le sport, etc. Et vous voyez que si on s'en réfère à la note du chapitre 95, on voit bien que la bicyclette pour enfants, elle est exclue et qu'il faudra aller au chapitre 87. Et le chapitre 87, c'est celui qui va traiter des voitures, des tracteurs et des cycles. Donc, on est à ce moment-là au bon endroit. Donc, avec cette lecture des notes, en fait, ça nous a permis d'écarter et de ne pas se fourvoyer, en fait, dans le classement de mes produits. Donc, ça, c'est la première règle d'interprétation qui est assez simple et on doit avoir ce réflexe de toujours aller lire les notes. La règle générale d'interprétation 2, elle est scindée en 2 sous-catégories, si vous voulez, la 2A et la 2B. Alors, celle-ci, elle est assez pratique. Alors, déjà, pour la 2A, si vous êtes confronté à des articles incomplets, non finis, démontés ou non montés, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je vais être obligée de classer chaque composant de mon article, ce qui peut être très fastidieux? Non. Heureusement, cette méthode de classement crée, si vous voulez, une forme d'assouplissement et elle vous dit non, non.
vous pouvez les classer à l'article complet ou fini ou monté correspondant. Toutefois, il y a tout de même une condition, c'est qu'il faut que cet article, même incomplet ou non fini, présente les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini, ce qui semble assez logique. Je reprends l'exemple de ma bicyclette. Vous pourrez à la position tarifaire de la bicyclette complète, mais à la condition que votre bicyclette, elle comprenne quand même un cadre, une fourche et au moins 2 des éléments suivants qui sont soit la roue, le pédalier, le groupe de direction ou de freinage. Donc, avec cette règle, vous savez qu'à partir du moment où votre produit, même s'il n'est pas monté, même s'il n'est pas fini, etc., vous pourrez le classer au produit fini, mais à condition qu'il ait les caractéristiques essentielles de votre article. Voilà. Cette règle numéro 2, elle a aussi un pendant qui est les mélanges. Les mélanges, ça suscite toujours beaucoup de questions. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises qui me disent comment est-ce que je classe mes mélanges, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de marchandises qui se compositent, on va dire. Des mélanges de céréales, là j'ai pris celui du blé et de l'avoine, on peut avoir, j'ai pris le cadre photo en bois et en verre. Qu'est-ce qu'on fait? Je classe au blé, je classe à l'avoine, je classe au bois, je classe au verre. Bon, tout de suite, ça suscite beaucoup de questions. Alors, vous pouvez avoir dans le tarif, bien sûr, des classements spécifiques de mélange. À ce moment-là, si c'est le cas, vous irez à ce classement. Mais si ce n'est pas le cas, cette règle vous permet d'élargir en fait la portée de votre position tarifaire. C'est-à-dire que si j'ai un mélange de blé et d'avoine, je peux classer aussi bien au blé qu'à l'avoine. Alors vous allez me dire, ça ne m'avance pas beaucoup parce qu'avec ce que vous me dites, je ne sais toujours pas comment le classer. Donc c'est pour ça qu'on va passer à la règle d'interprétation numéro 3. Alors celle-ci, c'est la règle qui nous sauve un petit peu dès lors qu'on a des marchandises qui peuvent entrer dans plusieurs positions. Ça va nous donner des clés. Alors, on va voir, il y a 3 clés successives. Donc, on va y la première, si elle marche, tant mieux. Sinon, on passe à la deuxième et puis enfin à la troisième. Alors, si j'ai mon mélange, je vais continuer de blé et d'avoine, je peux classer mon mélange au blé si, par exemple, j'ai une majorité de blé dans mon mélange et que c'est la position, finalement, on va dire, la plus spécifique. Là, j'ai pris l'exemple des tapis. Des tapis, mais pas n'importe lesquels, qui sont destinés aux voitures. On pourrait se dire, je vais aller au chapitre sur les véhicules automobiles. Ça pourrait sembler logique. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a une position plus spécifique qui est vraiment tapis. Donc, on va, à ce moment-là, aller classer ça au chapitre 57, 5703. Donc, ça, c'est la première règle lorsqu'on a une hésitation. Deuxième chose, lorsqu'on a aussi des marchandises qui sont susceptibles d'entrer dans plusieurs positions, on va classer à l'article ou à la matière qui confère le caractère essentiel. Cette fois-ci, j'ai pris l'exemple d'une étagère à épices avec un support qui est réalisé spécifiquement pour recueillir tous les flacons à épices. Bon, finalement, qu'est-ce qui donne le caractère essentiel à cet ensemble? Ce sont les épices tout de même. On l'achète parce qu'on veut mettre des épices. Donc, on va le classer, vous voyez, alors qu'on a tout un ensemble, mais on va le classer aux épices. Et c'est pour ça que je voulais faire une petite digression sur les marchandises présentées en assortiment conditionné pour la vente au détail. En douane, on adore les acronymes, donc je vais parler d'ACVD. Alors, cette notion, elle est importante parce que finalement, ça vous simplifie la vie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir n'utiliser qu'une seule position tarifaire pour l'ensemble. Et ça ne va pas vous obliger à classer chaque composante. Toutefois, bien sûr, il y a des conditions. Pour être considéré comme ACVD, donc un assortiment conditionné pour la vente au détail, il faudra que, bien sûr, déjà, il y ait plus d'un article, qu'il y ait au moins 2 articles différents dans votre assortiment, et surtout que cet assortiment, et ça c'est très important, satisfasse un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée, et qu'il n'y ait pas de reconditionnement après l'importation. Si vous répondez bien à ces 3 conditions, vous pourrez classer l'ensemble des marchandises à finalement la position d'un seul article, celui qui donne finalement caractère essentiel. Donc, c'est assez pratique. Prenons un exemple pour rendre ça un petit peu plus simple. Alors, un exemple qui marche et un exemple qui ne marche pas. Alors, ne constitue pas un assortiment un ensemble composé d'un sac de plage, d'une serviette et d'un frisbee. Alors, vous allez me dire pourtant, c'est tout pour la plage. Oui, mais on couvre 2 besoins, la baignade d'un côté et le jeu de l'autre. Donc, on ne va pas pouvoir classer ça à une seule position tarifaire. Par contre, si vous achetez, par exemple, un livre avec un CD avec des exercices linguistiques, là, le besoin est le même, que vous utilisiez le livre ou le CD, c'est l'étude d'une langue étrangère. Donc là, ça va fonctionner.
vous pourrez classer ça au caractère essentiel. Alors pour moi, le caractère essentiel, c'est le livre. Peut-être que c'est le CD, mais en tout cas, vous n'aurez qu'un choix pour classer votre produit. Je passe en fait maintenant à la dernière solution. Imaginons qu'on n'arrive pas à appliquer, vous êtes toujours dans le cas où vous avez des marchandises qui sont susceptibles d'entrer dans plusieurs positions. Alors cette fois-ci, on a la méthode du dernier recours, si vous voulez, qu'on n'utilise pas très souvent. C'est que on a à ce moment-là, le classement tarifaire nous permet de classer à la dernière position par ordre de numérotation. Je prends un exemple parce que sinon ça devient très compliqué de saisir cette notion. C'est que j'ai pris l'exemple d'un assortiment. Donc on est bien dans les ACVD, composé en quantité égale. Donc on n'en a pas un qui prédomine. C'est des pommes de terre, du céleri et du céleri rave qui sont en fait conditionnés ensemble pour pouvoir faire une soupe. Quelle est la position tarifaire de cet ensemble? On n'a pas de caractère essentiel. La pomme de terre est aussi importante que le céleri et que le céleri rave. Donc, à ce moment-là, on va regarder le classement de la pomme de terre, qui est au 0,701, du céleri au 0,709 et du céleri rave au 0,706. Et on va appliquer la règle générale 3C. On va prendre la dernière position dans le tarif et la dernière, c'est la 0,709. Donc, on va classer tout l'ensemble au céleri. Alors maintenant, passons à la règle générale d'interprétation 4. Je vais un peu vite parce que celle-ci, on l'utilise très rarement. C'est que lorsqu'on n'arrive pas avec les précédentes règles, on va raisonner en fait par analogie. Donc ça va être classement à la position la plus analogue. On va regarder ce qu'on a déjà fait dans le tarif et puis on va essayer de se rapprocher en disant bon bah par similitude, on va le classer ainsi. Et enfin, on a la règle également des contenants et des emballages. Donc ça aussi, c'est très pratique. Dès lors que vous avez un emballage qui est présenté avec la marchandise, qui est spécialement aménagé, qui est vendu avec cette marchandise et qui est susceptible d'un usage prolongé, à ce moment-là, vous allez pouvoir le déclarer à la même position tarifaire que l'article. C'est le cas des boîtes pour instruments de musique que vous allez classer à l'instrument de musique, de l'étui à jumelles que vous allez classer aux jumelles. Par contre, si votre emballage, j'allais dire, il a presque une vie propre parce qu'il a un usage répété, à ce moment-là, vous allez le classer à part. C'est l'exemple des fûts, des caisses, des récipients en fer, en acier, notamment pour tout ce qui est gaz comprimé ou gaz liquéfié. Et je passe à la dernière règle, qui pour moi est aussi importante que la première. Donc, j'allais dire que mes deux règles fétiches, c'est la 1 et la 6. C'est toujours revenir à la lecture finalement du tarif. C'est-à-dire que pour déterminer une sous-position tarifaire, il faut bien se reporter au libellé des sous-positions et des notes de sous-position. Dans l'exemple du café, on va facilement identifier qu'on est au chapitre 09. Mais ensuite, si on veut classer des sachets de café expresso, par exemple 100% Arabica, on va aller lire les libellés de sous-position et on va raisonner par élimination. Donc, est-ce qu'on est dans du café non torréfié? Non. Donc, on va aller au café torréfié. Et ensuite, est-ce que mon café est non décaféiné? Il n'y a rien qui me le dit. Ce qui va me permettre de dire, je vais aller à la position 0901 21 00. Donc, voici un petit peu les différentes règles. Maintenant, on va repasser à un petit sondage pour voir si vous êtes toujours éveillé. Alors, cette fois-ci, imaginez que vous avez un doute sur l'espèce tarifaire de votre marchandise. Quel doit être votre réflexe? Est-ce que vous allez dire, c'est pas grave, je l'indique tel quel sur ma déclaration en douane, on verra bien. Ou bien, je laisse faire mon commissionnaire en douane, mon transitaire. Ou bien, est-ce que je vais demander l'appui de la douane? On vous laisse répondre. Bon, je crois que je vous ai un petit peu aidé parce que vous avez tous répondu la 3. Bon, c'est peut-être pour me faire plaisir, hein. Bon, c'est très bien. Alors, bon, bien sûr, vous pouvez l'indiquer sur votre déclaration en douane à vos risques et périls, mais je ne peux pas vous conseiller ça. Vous pouvez, bien sûr, faire appel à votre commissionnaire en douane qui a un rôle de conseil auprès de vous. Simplement, c'est vous qui restez le donneur d'ordre, hein. Donc, si jamais lui-même se trompe, la douane n'ira pas se retourner contre votre commissionnaire, elle viendra vous voir et vous dira, bah non, vous avez fait une fausse déclaration d'espèces et il peut bien sûr y avoir des répercussions à la fois parce que peut-être que les droits de douane du coup ne seront pas les mêmes et puis il y a une amende douanière aussi qui peut être perçue. Et je voulais bien sûr en arriver au fait que la douane est là pour vous aider et ça va être un petit peu l'objet de ma dernière partie. Alors avant de venir à l'action en tant que telle de la douane, je
voudrais vous rappeler quels sont les outils qui sont à votre disposition pour vous aider dans le classement. Parce que même si les règles que je viens de vous donner, qui sont parfaitement claires, bien sûr, maintenant pour vous, ne vous permettent pas quand même d'aller jusqu'à… Donc, je vais revenir maintenant aux outils d'aide au classement pour vous aider dans la détermination de votre espèce tarifaire. Le premier outil que vous pouvez utiliser, alors avec un petit bémol parce que c'est quand même un service payant, alors bien sûr vous pouvez passer par moi puisque bon, moi j'y ai accès, n'hésitez pas à ce moment-là à me solliciter, ce sont les notes explicatives et les avis de classement qui sont rendus au niveau du système harmonisé. L'Organisation mondiale des douanes a en fait une section, un service qui est expert en matière de classement des marchandises et qui aussi élabore des notes et des avis de classement, c'est-à-dire des avis qui n'ont pas forcément de valeur juridique, mais qui ont une valeur indicative très forte et là, cette fois-ci, par similitude, ça peut vous aider à classer votre produit. Donc, vous avez un petit peu l'écran qui pourrait s'afficher si vous faisiez cette requête. Et puis, bien sûr, vous avez le lien Internet pour y accéder. Comme je vous le disais, ça fournit des indications sur la portée de chaque sous-position, donc c'est quand même très intéressant. Et puis, si vous allez, là j'ai pris l'exemple du chapitre 72, on va par exemple vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'une fonte brute, et puis si c'est un alliage, dans quelle proportion on peut rajouter du chrome, du manganèse, je ne suis pas du tout une experte là-dedans, mais ça permet de voir si ça colle bien à la composition de votre produit. Les avis de classement sont aussi très intéressants. Moi, je m'y réfère beaucoup. L'autre fois, je n'arrivais pas du tout à trouver la position tarifaire des infusions parce qu'il n'y avait rien des tisanes, enfin, je cherchais. Et en allant finalement voir les avis de classement rendus par l'OMD, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont eu la même démarche. Et là, c'était par exemple des boissons chaudes au cassis. Là, vous voyez, avec ça, on peut par similitude aussi se dire, ah oui, c'est bien au chapitre 21 que va se classer ma marchandise. Vous avez le pendant de cet outil avec, au niveau communautaire, les notes explicatives de la nomenclature combinée. Alors là, par contre, vous pouvez y accéder gratuitement, donc ça peut être très bien. Donc là, on vous a mis les liens. Je ne vais pas m'apesantir plus, c'est exactement la même chose. Et puis surtout, vous avez les renseignements tarifaires contraignants qui sont consultables sur le site Europa. Toutes les douanes dans l'Union européenne font ce travail de classement, en fait, pour les opérateurs, et elles les publient. Sur le site Europa, vous pouvez accéder à toutes les demandes des opérateurs qui sont faites. Alors, vous n'avez pas l'intégralité des informations, parce que bien sûr, il y a des données qui sont un petit peu confidentielles au niveau commercial, mais ça va vous permettre de voir là aussi, est-ce que déjà quelqu'un s'est posé la même question. Alors, je suis repartie sur ma tisane et j'ai trouvé, par exemple, un renseignement tarifaire contraignant qui avait été délivré par la Direction générale des douanes françaises et qui me conforte bien donc c'était une infusion avec du rooibos et puis des épices, et qu'on était bien au chapitre 21, ça me donne même le code tarique. Donc là, j'ai un degré de précision qui est bien supérieur. Donc cet outil est aussi très intéressant. Et enfin, je ne peux pas terminer mon intervention sans vous parler du téléservice RITA. Donc ça, c'est un service français. Alors, on est parti du tarique parce que bien sûr, on va reprendre toutes les informations communautaires. La France n'a pas décidé de sa propre initiative de créer son propre tarif douanier, je vous rassure. Mais on l'a d'une manière peut-être plus ergonomique, peut-être plus française, on l'a mis en page. Et surtout, là, vous allez retrouver, bien sûr, le montant des droits de douane, mais vous allez aussi retrouver les mesures en matière de TVA française. Parce que là, cette fois-ci, on est allé au fond des choses. On n'est pas sur un aspect seulement communautaire, on est aussi sur un aspect français. Donc, cet accès, il est gratuit. Il suffit de se connecter à ProDouane, qui est notre portail pour les professionnels, pour les opérateurs. Et dès lors que vous vous connectez, vous avez accès à RITA. Donc, vous voyez, c'est Tariq Europa ou RITA Encyclopédie. Et ça vous permet tout de suite de consulter notre base qui se présente sous la forme de petites bulles. Alors aujourd'hui, on va voir surtout la bulle numéro 1 parce que sinon, il me faudrait 3 heures pour vous parler de RITA et ce n'est pas l'objet. Mais cette bulle nomenclature, elle permet de faire des requêtes. Alors, des requêtes qui peuvent se faire, soit vous n'avez aucune idée de classement. À ce moment-là, autant utiliser, vous voyez la petite loupe que j'ai mise avec le chiffre 1, et vous aurez accès à tous les chapitres. Déjà, ça peut vous aiguiller, vous dites, ah ben non, c'est pas des plantes, c'est pas du café, c'est pas des graines, etc. Si vous avez une idée un tout petit peu plus précise, vous pouvez mettre vous savez dans quel chapitre ça risque de se classer. À ce moment-là, vous pouvez utiliser l'arbre des nomenclatures, c'est le petit 2. Et on verra après, vous verrez, vous aurez le détail.
Et puis, vous pouvez toujours utiliser à vos risques et périls, hein, parce que souvent, lorsqu'on parle d'une désignation commerciale, ça ne marche pas très bien, c'est utiliser les mots recherchés. Donc là, c'est par mots-clés. Pensez au petit caractère joker, ça vous permet comme ça de faire une requête à partir du moment où le début ou quelques lettres du mot sont bien reprises dans le tarif. Alors, si on prend l'arbre des nomenclatures, voilà comment ça se présente. J'ai pris encore le chapitre du café, chapitre 09, café, thé, maté et épices. Je voulais juste vous montrer qu'après, avec les petits plus, ça vous permet d'aller jusqu'à la position qui est en vert. Alors, pourquoi elle est en vert? C'est pour vous indiquer que cette position, elle est dédouanable. Hein, donc, c'est bien celle-là qu'il faudra reprendre sur la déclaration en douane. Si vous faites une requête par le mot recherché, j'avais fait le mot tomate avec le petit joker, vous verrez qu'on va vous sortir les tomates entières, hein, et puis aussi toutes les préparations. Donc là aussi, vous voyez, ça vous aiguille déjà un petit peu sur le classement de vos marchandises. On n'a pas la requête. On n'a pas les tomates. Je suis désolée, je vais dépasser un petit peu du coup. Ok, donc on a vu la position au vert qui est la position que vous pouvez reprendre sur une déclaration en douane. Dernier cas, donc si vous faites une recherche par mot-clé, par le mot tomate, avec le petit caractère joker, vous allez voir à la fois les tomates, le fruit, hein, et puis aussi les tomates qui sont en préparation, hein, que ce soit des tomates pelées, des tomates en sauce, etc. Enfin, je voulais bien sûr insister sur le fait que la douane est à vos côtés pour vous aider à déterminer le classement de vos marchandises. Donc, on a élaboré avec le renseignement tarifaire contraignant une procédure qui vous permet de demander à la douane de classer pour vous l'espèce de vos marchandises que vous souhaitez importer ou exporter. Ça vous permet de planifier vos opérations, de savoir aussi à quoi vous attendre en matière de droits et taxes à acquitter. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que dès lors qu'une administration douanière vous a délivré ce classement, eh bien, il s'impose à tous les autres services douaniers de l'Union européenne. Il est valable 3 ans, il est gratuit. Et ensuite, vous allez avoir une sécurité juridique, si vous voulez, lorsque vous allez utiliser ce classement sur vos déclarations en douane, puisqu'il sera incontestable. Même à l'étranger, il a quand même une certaine valeur. Il n'a pas de valeur juridique, mais comme c'est quelque chose qui a été fait par une autorité douanière, c'est aussi d'être précieux si jamais vous aviez une contestation de votre espèce déclarée. Alors, juste pour terminer, comment est-ce que je fais une demande de RTC? C'est très simple. Alors, aujourd'hui, tout est dématérialisé. On ne le fait plus de manière papier. On utilise l'outil Soprano. Alors, toujours sur le petit portail ProDouane que je vous ai montré tout à l'heure pour accéder à RITA. L'avantage, c'est que la saisie est extrêmement simple. Il n'y a que deux pavés à renseigner. Vous avez ensuite un outil qui vous permet de suivre où en est l'état de votre demande. Si jamais il y a un complément à envoyer à l'administration des douanes, on vous le dira aussi. Votre notice technique, vous n'aurez plus à l'envoyer. Vous pouvez la télécharger directement au moment où vous faites votre demande, donc ça simplifie la procédure. Et puis surtout, cet outil, il vous aide aussi à archiver toutes vos demandes. C'est-à-dire que vous aurez sur cette base toutes les demandes de RTC que vous aurez faites et tous les RTC délivrés par l'administration des douanes. Donc, voilà un petit peu les masques à remplir. Le masque relatif aux demandeurs, aux titulaires. Vous pouvez ajouter donc les documents, la notice technique et ensuite, vous avez la réponse de l'administration des douanes. Voilà, j'en ai fini avec mon exposé. Maintenant, place aux questions.